Et c'est parti pour nous. N'hésitez pas à nous mettre on a un nouvel outil, donc n'hésitez pas à nous mettre dans la discussion si jamais vous avez des soucis d'affichage et on essaiera de répondre au mieux. Je coupe ma caméra pour pouvoir maintenant vous diffuser le support. Alors, donc bienvenue à ce webinaire Futurs Parents. Pour commencer, je vous donne quelques éléments au niveau de la sécurité sociale. Donc, la CAF et et la CPAM font partie de la sécurité sociale qui a 5 branches. La CAF gère la branche famille et la CPAM gère la branche assurance maladie. Aurélie, que fait la CAF? Alors, la CAF, en fait, assure le versement des prestations légales. Les prestations légales, en fait, sont identiques sur l'ensemble du territoire français, quel que soit votre lieu d'habitation. Donc, notamment toutes les prestations pour le bébé. Et on a aussi une mission d'action sociale qui va être différente d'un département à l'autre. Et pour que vous concrétisiez un peu ce que c'est, l'action sociale, c'est par exemple quand on va financer des crèches. Voilà, le nombre de crèches d'un département à l'autre, le nombre de places d'accueil est différent. Et ça, en fait, derrière toutes ces structures-là, en fait, il y a des financements de la CAF. Au niveau de l'assurance maladie, elle vous accompagne dans le suivi de votre grossesse. Elle prend en charge donc les actes de prévention et de soins qui sont liés au suivi de la grossesse. Et puis, une grosse partie, c'est le versement des indemnités journalières aux assurés pour compenser la perte de salaire lors de la maladie, du congé maternité ou du congé paternité. On vous fait un petit aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de ce qui se passe pendant la grossesse et des démarches à faire, puis de ce qui se passe dès la naissance de bébé. On vous donnera un petit récap des outils et des sites dont vous pourriez avoir besoin. Et puis, on aura un temps de questions-réponses qu'on pourra faire au fur et à mesure du webinaire ou à la fin en fonction des questions qu'on aura. Alors, commençons par ce qui se passe pendant la grossesse. Madame Chacun. Bonjour, je suis Laurent Chaquin, je suis sage-femme à la protection maternelle infantile, ce qu'on appelle la PMI. Mon employeur est le conseil départemental de la Vendée. Personnellement, je travaille sur le secteur de Roche-Nord et nous sommes 8 sages-femmes sur la Vendée. Notre travail consiste à accompagner les femmes enceintes dans leur démarche, répondre à leurs questions et inquiétudes autour de l'arrivée de leur bébé, et nous avons un panel de partenaires pour orienter les femmes en cas de besoin. Nous travaillons toujours à proximité avec le professionnel qui suit la grossesse, que ce soit l'hôpital, la sage-femme libérale ou le médecin traitant. Nous réalisons des consultations de grossesse si besoin. Nous réalisons les entretiens prénataux précoces et les entretiens postnataux précoces. Et qu'en est-il du suivi médical de la grossesse? Il y a une nouveauté depuis 2024, c'est la sage-femme référente. Il est désormais possible de désigner une sage-femme référente qui vous suivra tout au long de votre grossesse et même pour votre parcours gynécologique ensuite. La sage-femme devient un interlocuteur privilégié avec une relation de confiance qui renforce la coordination des soins et permet un suivi continu. Ses principales missions sont les suivantes: informer la patiente sur les rendez-vous prévus au cours de la grossesse et lors du suivi médical du nourrisson, réaliser la majorité des rendez-vous de suivi de grossesse et du suivi postnatal ou s'assurer auprès de la patiente qu'ils sont effectués. Assurer un rôle de prévention en donnant notamment des conseils sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Faire le lien avec la maternité ou le médecin traitant et veiller à ce que la patiente ait bien un suivi à domicile programmé à sa sortie de maternité. Informer la patiente sur ses droits et ses démarches administratives. Ce que la sage-femme n'est pas tenue de réaliser, c'est les échographies de la grossesse, pardon, si elle n'en pratique pas, les examens du suivi médical de grossesse qui sont réalisés à la maternité, notamment en fin de grossesse. Au cours de la grossesse, il y a 5 examens prénataux obligatoires. Alors, ce sont des examens qui permettent de vérifier la santé de la mère et du bébé. Qui sont exercés donc soit par une sage-femme, un médecin ou un gynécologue, qui sont pris en charge à 100% par la CPAM. Et le premier examen débute dès le deuxième, troisième mois, tandis que le dernier sera affecté au début du neuvième mois.
Celui qui est effectué entre le deuxième et le troisième mois permet d'établir notamment la déclaration de grossesse qui lancera les droits en ce qui concerne la prise en charge CPAM et la prise en charge CAF. Hein, donc, tous les frais des examens de grossesse obligatoires sont pris en charge par la sécurité sociale, la CPAM. Attention cependant, en cas de dépassement d'honoraires, ils seront à votre charge ou à celle de votre mutuelle si vous en avez une. Et l'entretien prénatal précoce. Ce bilan est un entretien qui est obligatoire et qui est pris en charge à 100% par la CPAM. La grossesse et l'arrivée du bébé entraînent de nombreux changements et avec eux des questions, des doutes. Il est alors important de pouvoir les exprimer et trouver des possibilités d'accompagnement si cela est nécessaire. L'entretien prénatal précoce est fait pour cela. Il fait partie donc désormais des rendez-vous obligatoires de votre suivi de grossesse depuis le 1er mai 2020 et donc sa prise en charge est à 100%. L'entretien prénatal précoce est un entretien individuel ou en couple avec une sage-femme ou un médecin en libéral ou en PMI. C'est un temps d'échange et d'écoute pour faire le point sur votre projet de naissance pendant lequel vous pouvez exprimer vos questions, vos difficultés éventuelles, médicales, sociales, psychologiques, et vos besoins en termes d'accompagnement pendant votre grossesse et après l'accouchement. Cet entretien est plus long qu'une consultation et dure généralement entre 45 minutes et 1 heure. Le conjoint est bien sûr convié. Ne pas hésiter à aborder toutes les questions qui préoccupent sur la future naissance. Il est souhaitable de préparer cet entretien en amont, seul ou à deux, pour ne rien oublier, avec le professionnel de santé qui réalise l'entretien prénatal précoce. Il peut déboucher, si besoin, s'en fait sentir, sur un accompagnement spécifique. Quelle piste pour préparer l'entretien prénatal précoce? Comment je vis ma grossesse? Comment je me sens dans mon corps, psychologiquement, dans ma vie sociale, au travail? Quelles sont mes inquiétudes par rapport à la grossesse, à l'accouchement et à l'arrivée de mon enfant? Comment j'envisage la naissance, les préparations à la naissance, l'accouchement, le choix de la maternité? Comment me préparer à l'arrivée de mon bébé? Quel mode d'alimentation si j'ai envie de choisir, etc. Comment j'imagine mon retour à la maison après l'accouchement? La venue d'une sage-femme sur les premiers jours serait-elle rassurante? Serais-je soutenue par quelqu'un de notre entourage, si besoin, la famille ou amis? Bien, tout cela est bien complet. Il existe également, qui est différent, un bilan prénatal de prévention cette fois. Alors, ce bilan prénatal est aussi fait par votre professionnel de santé, que ce soit la sage-femme plus particulièrement, soit libérale ou en PMI. Elle fait le point un petit peu sur l'alimentation, les comportements à risque, alcool, tabac ou autres addictions, les vaccinations. Elle parle du bilan bucco-dentaire qui est gratuit à partir du 4e mois de grossesse. Il peut être réalisé dès la déclaration de grossesse et, si possible, avant la 24e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire 5 mois de grossesse. Il est pris à 70% par l'assurance maladie, le reste étant pris par votre mutuelle. Pour info, il existe également, si vous en ressentez le besoin, un entretien de prévention avec un pharmacien avec qui il est possible de faire le point sur l'automédication et les traitements en cours. Cet entretien est au prix de 5 euros et pris en charge à 70% par votre assurance maladie ou à 100% à partir du premier jour du 6e mois de la grossesse. On va voir un petit peu tout à l'heure les délais de prise en charge en fonction de l'avancée de votre grossesse. Donc, sur la chambre du bébé, en fait, l'idée, c'est un petit peu que la connaissance évolue au fur et à mesure, notamment sur tout ce qui est santé environnementale, l'air intérieur et puis les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, on a ici réuni quelques petits trucs et astuces qui sont assez simples et qui vous permettent à la fois de vous préserver, vous, et de protéger votre bébé. Ces trucs et astuces, il y en a un qui est très très simple, qui est valable d'ailleurs pour la santé environnementale comme pour les virus et autres, c'est d'aérer régulièrement les pièces du logement. Et quand on dit aérer, c'est vraiment 5 minutes, fenêtre grande ouverte et pas juste basculer en oscillo battant. Dans l'idéal, il faut finaliser les travaux de l'arrivée du bébé
un mois avant sa naissance et ne pas peindre en étant enceinte. Alors, faites appel au papa ou aux coparents ou au papy ou à la mamie ou à la copine ou à qui vous voulez. Mais dans l'idéal, il faut faire attention parce que la peinture contient pas mal d'agents chimiques nocifs. Vous pouvez acheter des meubles de seconde main. Ils seront délivrés de tous les éléments liés à la colle. Et si vous achetez des meubles neufs, il faut les monter et les mettre dans le garage avant de les installer ou dans une autre pièce que celle du bébé, en tout cas, idéalement un mois avant l'arrivée du bébé. Et puis, on ne saurait que vous conseiller de choisir des produits de bricolage avec des étiquettes A+, ou éco-labellisées et d'utiliser des produits d'entretien vraiment très basiques, hein, très simples, et notamment du vinaigre blanc ou des choses comme ça. Et puis, d'éviter tout ce qui est parfum sur la maman. Donc, ça peut être les parfums classiques, les désodorisants dans la maison, les parfums d'ambiance, etc. De limiter tout ça au maximum. Pour information, l'assurance maladie, sous peu, dans les mois qui viennent, va mettre en place un webinaire sur tout ce qui est santé environnementale de la future maman et des parents de jeunes enfants. Donc, vous en serez informé par votre caisse d'assurance maladie. Alors, une fois qu'on a préparé la chambre, il faut préparer la naissance du bébé. Qu'en est-il des préparations, de séances de préparation à la naissance? Alors, les séances de la préparation à la naissance sont effectuées par une sage-femme, que ce soit en individuel ou en groupe. C'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie et ça permet un petit peu de discuter de différents items autour de la grossesse. C'est l'occasion de préparer leur retour à domicile après l'accouchement et d'être accompagnée par une sage-femme. Chaque femme peut bénéficier de visites à domicile selon ses besoins. Donc, ces préparations consistent sur le déroulement de l'accouchement, l'anesthésie, la préparation corporelle en vue de l'accouchement, l'allaitement, le retour à domicile. Donc, ces séances de préparation à la naissance et de la parentalité, individuelles ou en groupe, adaptées à chaque stade de la grossesse et aux besoins de chaque femme. Ces séances proposent des activités d'information et d'apprentissage permettant à la future mère et au couple de développer des compétences parentales. Des objectifs spécifiques et un contenu sont proposés pour les séances. Auparavant centrée sur la prise en charge de la douleur, la préparation à la naissance et à la parentalité, est désormais orientée vers une prise en charge plus globale et plus précoce de la femme et du couple. Son but est de favoriser leur participation active dans le projet de naissance et le développement des compétences parentales. Oui, effectivement, il y a de nombreuses approches hein, qui existent pour faire la préparation à la naissance, la sophrologie, dans l'eau, l'aptonomie, etc. N'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé et aller vers des méthodes qui vous paraissent les plus adaptées finalement ou qui vous plaisent le plus. Sur la vaccination, sujet bien d'actualité en ce moment. Ouais. Alors, le suivi médical est l'occasion pour le professionnel de santé de vérifier que les vaccins recommandés avant la grossesse ont bien été faits pour la mère et pour le père. En se vaccinant, on se protège soi et on protège le bébé. Dès le premier trimestre de la grossesse, on se fait vacciner contre la COVID-19 et si ce n'est pas encore fait. Les deux parents sont concernés. À l'automne, on pense au vaccin contre la grippe. Pour les femmes enceintes, il est recommandé quel que soit le stade de la grossesse et il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Le père, comme toutes les personnes qui le souhaitent, peuvent aussi se faire vacciner pour diminuer le risque de contaminer la maman et le nourrisson. Pour chaque grossesse, à partir du deuxième trimestre, il faudra faire le vaccin contre la coqueluche, hein, qui est recommandé aussi pour l'entourage de la femme enceinte non vaccinée au cours des 5 dernières années. Il existe aussi, vous avez dû en entendre parler, la vaccination contre le VRS, qui est responsable de la majorité des bronchiolites chez le nourrisson et le nouveau-né. En complément des gestes barrières, vous disposez de deux choix possibles pour protéger votre bébé à naître d'une forme grave. La vaccination pendant la grossesse, au cours du 8e mois, c'est-à-dire à partir de 32 semaines d'aménorrhée et jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée par le vaccin Abrisvo. Il y a un délai de 14 jours entre la coqueluche et ce vaccin qui est recommandé. Le vaccin protège votre bébé dès la naissance. Idéalement, il faut au moins 14 jours avant l'accouchement pour une transmission complète des anticorps.
Ou bien, si la future mère n'a pas pu être vaccinée, on peut faire une injection d'anticorps chez le nouveau-né juste avant la sortie de la maternité par ce qu'on appelle le Beyfortus. C'est un traitement préventif apportant une protection rapide contre ce virus. À noter, le Beyfortus peut également être proposé pour tous les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2025. J'en profite pour vous dire que la campagne anti-grippe a commencé ce lundi 14 octobre. Donc, normalement, vous devriez recevoir un bon de prise en charge si votre déclaration de grossesse a été faite. Sinon, n'hésitez pas à le réclamer, à vérifier que vous ne l'avez pas sur votre compte Amélie ou à le réclamer à votre assurance maladie, le cas échéant. Sur la prise en charge de votre grossesse, avant le 6e mois, les examens obligatoires qu'on a vus tout à l'heure, hein, les rendez-vous, etc., sont remboursés à 100%. Tous les autres frais médicaux sont remboursés au tarif habituel. En ce qui concerne les échographies, les 2 premières qui sont réalisées avant la fin du 5e mois de grossesse sont prises en charge à 70% et le bilan prénatal de prévention est pris en charge à 70%. Le tout, à chaque fois que je vous parle de pourcentage et de prise en charge, c'est dans la limite des tarifs de base de l'assurance maladie. Donc, bien sûr, s'il y a des dépassements, ça reste à votre charge ou remboursé en fonction de votre complémentaire santé. J'en profite également pour vous dire que la plupart des soins qui ne sont pas concernés par la grossesse et qui ne sont pas obligatoires sont aussi soumis à la participation forfaitaire et les franchises de 2 euros et à hauteur de 50 euros maximum par an, en dehors de l'ensemble des examens qui sont pris en charge à 100% et qui bénéficient du coup d'une exonération de la participation forfaitaire. À partir du 6e mois, du premier jour du 6e mois et jusqu'à 12 jours après la naissance, tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%, qu'ils soient en lien ou non avec la maternité. Et vous avez le droit au tiers payant, c'est-à-dire que vous n'avancez pas les frais. Euh, En ce qui concerne l'accouchement, il est également pris à 100% en charge en fonction du tarif conventionnel. En ce qui concerne l'accouchement, et après je poserai, il y a une petite question qui est arrivée. En ce qui concerne l'accouchement, vous avez le choix de votre maternité. N'hésitez pas à bien en parler avec votre médecin et votre sage-femme qui vous conseillera. Il existe des maternités en fonction de votre niveau de situation médicale, hein, niveau 1, 2 ou 3. Il y a des services qui sont différents, il y a plus ou moins proche de chez vous. Et il faudra, quoi qu'il arrive, prendre un rendez-vous avec un anesthésiste. Attention, les délais d'inscription à la maternité peuvent parfois poser des soucis. Donc, dès que vous pouvez, inscrivez-vous en maternité pour avoir une place. Et je finis sur la prise en charge des frais d'accouchement. Donc, les frais d'accouchement et leur prise en charge, en fait, varient d'un établissement à l'autre, notamment si vous choisissez un hôpital ou une clinique conventionnée ou une clinique non conventionnée. Mais en ce qui concerne, en tout cas, les honoraires d'accouchement, la péridurale et les frais de séjour, ils sont pris en charge à 100% du tarif conventionnel, jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Attention, tout ce qui est dépassement d'honoraires, type chambre particulière, télévision, etc., ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, mais certains organismes complémentaires les prennent en charge. Il faut bien que vous fassiez une demande en amont pour la prise en charge auprès de votre mutuelle. En ce qui concerne bébé, les frais sont pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de remboursement également, jusqu'aux 12 jours de l'hospitalisation ou de la post-accouchement. En ce qui concerne la question, alors Aurélie, il y a une question, c'est ça? Oui, alors je n'ai pas été vaccinée pour le Covid au premier trimestre, est-ce grave? Non, et c'est tout à fait possible de rattraper cette vaccination maintenant, hein. D'accord, elle est à 36 semaines d'aménorrhée. Ouais, là, ça va, ouais, ça va, ça risque d'être compliqué, ouais, en effet. Donc peut-être voir après la naissance si c'est plus simple pour elle, quoi. Et surtout de pratiquer les gestes barrières, hein. C'est pareil, dès que vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de monde, faut pas hésiter à mettre un masque, bien se laver les mains, toujours les mêmes conseils et éviter bah, quand il y a des jeunes enfants qui sont enrhumés ou qui sont malades, bah, peut-être bah, de vous protéger vous en mettant un masque avant tout. La protection, commencez par vous-même, parce que la conseiller aux autres, c'est pas toujours évident, mais si soi-même on se protège, bon, on se protège déjà bien en partie.
Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, Nolwenn, que peux-tu nous dire sur le congé maternité? Donc, la durée du congé maternité est précisée dans votre calendrier maternité disponible sur Amélie. Donc, quelle que soit votre situation, donc pour les salariés, vous n'avez aucune démarche à faire. Votre employeur envoie directement l'attestation de salaire. Pour les personnes qui sont au chômage, vous avez un dossier à nous transmettre. Donc, prévoyez 4 ou 12 derniers bulletins de salaire avant le début de votre inscription au Pôle emploi. Et vous nous indiquez votre dernier jour de travail. Pour les praticiens auxiliaires médicaux, travailleurs indépendants, vous avez donc le carnet de maternité qui est le même pour les praticiens et les travailleurs indépendants. Vous avez une attestation sur l'honneur et des documents à nous fournir qui sont dans le carnet maternité. Donc, pour plus de précision, vous pouvez prendre un rendez-vous personnalisé auprès de l'accueil sur votre compte Amélie. Et le congé paternité? Alors, le congé paternité s'adresse donc au papa, au conjoint, au partenaire PACS ou à la personne qui vit maritalement avec la maman. Donc, la durée et la prise du congé varient en fonction de la situation professionnelle. Attention, il s'agit de jours calendaires, donc les périodes incluent les week-ends et les jours fériés. Donc le congé paternité et de l'accueil de l'enfant est un droit ouvert à l'occasion de la naissance d'un enfant. Si vous êtes le père de l'enfant, quelle que soit votre situation familiale, mariage, pacte civil de solidarité, union libre, divorce ou séparation, et même si vous ne vivez pas avec votre enfant ou avec sa maman. Et si vous n'êtes pas le père de l'enfant, mais que vous partagez la vie de la mère dans le cadre du mariage, d'un pacte civil, de solidarité ou d'un concubinage. Donc, il y a différentes situations, hein. Soit il n'y a aucune démarche à faire, soit pareil que pour le congé maternité, ce Oui, sont des dossiers à envoyer à la CEPAM avec différents documents. suivant la situation de l'assuré, enfin, du papa. Alors, on va vous donner l'exemple d'un salarié parce que, il y a des périodes à respecter en ce qui concerne le congé paternité. Donc le congé paternité peut être pris en totalité dès le départ ou alors en 2 ou 3 périodes. Donc la première période qui est obligatoire est de 7 jours minimum. Donc 3 jours conventionnels de l'employeur, donc indemnisés par l'employeur, et ensuite les 4 jours minimum payés par l'assurance maladie. Attention, donc le point de départ de cette première période est le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Les deuxième et troisième périodes, donc non obligatoires, doivent respecter donc une durée minimale de 5 jours chacune. Elles doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Il est impossible d'avoir une première période donc, inférieure à 4 jours, en tout cas pour la partie CEPAM obligatoire. Il est impossible d'avoir 26 jours de congé paternité ou plus de 3 périodes. Si 23 jours ont été posés sur 3 périodes, le reste est perdu. Sachant que pour les jumeaux, les triplés ou encore plus d'enfants, c'est toujours 32 jours. Alors, je vois qu'on a des petites questions. Alors, je suis à 8 mois de grossesse, je n'ai pas appelé l'hôpital pour réserver une place. Ça ne se réserve pas automatiquement malgré les rendez-vous au CHD de La Roche-sur-Yon. Euh, Si l'hôpital de La Roche-sur-Yon, à partir du moment où vous êtes suivi là-bas, il considère que votre place est réservée. C'est avant tout un hôpital public, hein, donc il n'y a pas de réservation comme certains hôpitaux type des cliniques. Sur l'hôpital public, c'est plus simple. Bien que si vous êtes au CHU de Nantes, maintenant, ils commencent à le demander, mais en l'occurrence pour La Roche-sur-Yon, dès que le suivi est lancé, on considère que vous êtes inscrite. Autre question, la sage-femme de l'hôpital m'a fourni une feuille d'arrêt pour mon congé pathologique, car elle ne fait pas l'envoi à l'assurance maladie, donc c'est à moi de l'envoyer. Cependant, il me semble avoir reçu récemment un mail disant que ce format n'est plus accepté et que la déclaration doit être faite par le médecin. Oui, effectivement, la sage-femme n'a pas le droit de prescrire le congé pathologique. C'est au médecin traitant de faire, de prescrire l'arrêt Au de gynéco. 14 jours. Oui, oui, gynéco, tout à fait. Donc, il faut qu'elle refasse faire un arrêt de Par travail. son médecin ou Ouais, son d'accord. gynéco.
Ce que je peux lui conseiller, c'est que si ça a été fait au sein de l'hôpital de La Roche-sur-Yon, notamment au CHD, il faut se revenir auprès de la sage-femme qui s'organisera pour trouver pour un médecin qui lui fasse, Oui, qu'il la, fasse confirmer par un médecin, en qui fait. fasse l'arrêt. D'accord. Ah ouais. Et une autre question est, si le père est différent du conjoint de la mère, lequel bénéficie du congé paternité? Donc, le père biologique peut bénéficier du congé paternité et ainsi que le conjoint de la mère. Ok. Merci beaucoup. On va avancer et on va du coup partir sur la prestation d'accueil du jeune enfant avec Aurélie de la CAF. Alors, du coup, au niveau de la CAF, on verse des aides, en fait, pour l'arrivée de l'enfant. La prestation d'accueil du jeune enfant, en fait, qu'on appelle communément la page, en fait, elle se décline en quatre prestations. Donc, la première qui est versée au septième mois de grossesse, qui est la prime naissance. Donc, le montant actuel est de 1 084,43 € et donc il est versé, comme toutes nos prestations, à terme échu, c'est-à-dire à la fin du septième mois de grossesse. Donc, plus précisément au début du huitième mois. Voilà. Là, vous avez les montants avec les plafonds d'attribution. C'est une prestation qui est soumise à condition de ressources. Donc, en fonction de vos ressources, vous pouvez en bénéficier ou pas. Et elle n'est pas proratisée. Par contre, elle est multipliée par le nombre d'enfants attendus si vous attendez des jumeaux ou des triplés, voire plus. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut signaler immédiatement tout changement de De situation, situation. Ouais. exactement. Bien penser à envoyer votre déclaration de grossesse à la CAF, sachant qu'aujourd'hui, avec la CPAM, on a des échanges informatiques et on arrive à récupérer la plupart des déclarations de grossesse. Mais si vous n'avez pas eu de dossier allocataire depuis longtemps ou si vous n'en avez jamais eu, en plus de cette déclaration de grossesse, on a besoin d'une déclaration de situation pour connaître votre situation familiale et professionnelle, et ainsi que l'ensemble de vos ressources. Donc, comme vous pouvez constater les ressources N-2 pour pouvoir savoir si vous avez un droit ou pas à la prime naissance. Donc, il y a quand même des démarches à faire auprès de la CAF. Et sur les modes de garde, parce qu'on s'y intéresse assez tôt. Alors, effectivement, en fin de grossesse, vous allez vous poser la question de savoir comment faire garder le bébé quand vous allez reprendre. Il faut savoir qu'au niveau de la CAF, on va financer, quel que soit le mode de garde que vous allez faire, que vous passiez, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des crèches. Les crèches, en fait, c'est un mode de garde qu'on finance indirectement. Si vous hésitez ou si vous ne savez pas encore les modes de garde existants sur votre secteur, vous pouvez aller dans les relais petite enfance. Vous avez des professionnels qui peuvent vous accompagner et vous informer en fait sur les modes de garde existants. Elles ont aussi la liste des assistantes maternelles qui ont des places disponibles. Voilà. Il y a des relais petite enfance sur l'ensemble du territoire vendéen. Et si vous ne savez pas duquel relais petite enfance vous dépendez, vous allez à votre mairie et ils vous donneront les coordonnées. Alors, que se passe-t-il maintenant à la naissance de bébé? Déjà, il faut déclarer la naissance du bébé à la fois à la CAF et auprès de la CPAM. Donc, à la CAF, on peut le faire sur le profil du compte macaf.fr et à l'assurance maladie, il faut le faire directement sur votre compte Amélie. Vous avez une démarche, il faut aller chercher dans ma démarche et vous allez faire la démarche en ligne. Il n'est même plus nécessaire normalement de joindre la déclaration de naissance puisqu'elle descend automatiquement dans nos bases. Mais dans le doute, si vous l'avez sous la main, vous pouvez la joindre également. Si jamais vous avez des difficultés à faire cette déclaration en ligne, vous pouvez le faire par courrier, à la fois auprès de la CAF et d'Amélie, mais sachez que c'est plus long. Donc, comme les démarches sont nécessaires pour, par exemple, inscrire votre bébé sur la carte vitale pour pouvoir bénéficier du tiers payant lorsque vous allez aller chez le pédiatre, le plus vite ce sera fait et le mieux ce sera. Le fait de déclarer la naissance, ça générera automatiquement du côté de la CAF une étude de vos droits, d'allocation de base, d'allocation familiale, etc. Il faut toujours que vous ayez, quoi qu'il arrive, votre compte CAF à jour. Du côté CEPAM, une fois que la déclaration est faite, votre enfant est rattaché sur la carte vitale du parent référent, c'est-à-dire de celui qui va faire la déclaration, et vous aurez la possibilité de rattacher l'enfant sur la deuxième carte vitale, c'est-à-dire sur la carte vitale de l'autre parent.
Cette possibilité, elle vous est proposée soit directement après la déclaration de naissance, soit sur certaines situations un petit peu particulières, vous pouvez aller la faire en ligne a posteriori ou alors par courrier avec un formulaire. Pensez également à bien déclarer la naissance de votre bébé à votre mutuelle, aux impôts, à votre employeur, etc. Il y a une question. Oui. Du coup, on revient sur l'arrêt pour le congé pathologique. Et du coup, c'est la sage-femme libérale qui lui a dit qu'elle pouvait passer par sa sage-femme d'hôpital pour cet arrêt. Oui, mais c'est parce que je pense que la sage-femme libérale, sachant qu'elle allait voir une sage-femme à l'hôpital, a pensé que la sage-femme de l'hôpital demanderait à un médecin de le faire. Et si elle l'a fait directement, en effet, les sages-femmes n'ont pas le droit de signer le congé pathologique. Mais donc, il faut que celle de l'hôpital demande à un médecin de signer, ce qui est possible, hein. Voilà. Donc là, il y a eu un petit flou, mais qui peut être revu auprès de la sage-femme de l'hôpital, hein. Voilà, donc il faut bien que ce soit un médecin en fait hein, qui signe l'arrêt de travail pour Enfin, le le congé congé, pour le pathologique. Congé congé pathologique, pathologique. juste 15 jours, hein. 14 jours, oui. En ce qui concerne le suivi médical après la naissance pour le bébé, Alors, le suivi médical à la sortie peut être fait par une sage-femme directement le lendemain ou le surlendemain. Il faut voir avec votre sage-femme libérale que vous connaissiez. Euh, Elle pourra venir selon votre besoin une fois, voire deux fois. Tout dépendra de sa disponibilité et surtout de vos besoins. Il existe aussi deux séances de suivi postnatal avec la sage-femme en cas de besoin. Là aussi, c'est plutôt en lien avec des fois vos difficultés, que ce soit le baby blues, la tristesse, les questions sur l'allaitement, les soins apportés au bébé. Et c'est une prise en charge à 100% jusqu'au 12e jour. Donc, ça correspond à ce qu'on appelle autrefois le Prado, entre guillemets. Un entretien postnatal obligatoire à compter du 1er juillet 2022. C'est un entretien, là, ce n'est plus une consultation, entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l'accouchement par un médecin ou une sage-femme. Cet entretien, il est. Est-ce que je l'ai pas? Je vais discuter après. Oui. Ouais, c'est un entretien qui est dans le but de discuter de comment s'est passée la naissance et les événements et les jours qui suivent cette naissance, en particulier dans le cadre de la prévention de la dépression du postpartum. Donc, c'est un moyen pour échanger aussi bien pour la maman que le papa aussi sur ben, comment on se sent vis-à-vis de cet enfant qui arrive, comment on se sent en tant que parent, en tant que maman, s'il y a des choses qui questionnent, s'il y a des choses où on va bien ou on ne va pas bien, si la naissance a été compliquée, de pouvoir rééchanger là-dessus pour mettre en place éventuellement un accompagnement spécifique, une prise en charge, pardon, psychologique, voire un retour même des fois avec les professionnels qui se sont occupés de vous à la maternité, si vous avez besoin de comprendre un petit peu le cheminement de l'accouchement qui vous a peut-être occasionné des difficultés, quoi. Et il y a un autre examen qui existe, qui est l'examen postnatal, qu'il faut pratiquer obligatoirement, normalement par une sage-femme ou le médecin, qui est dans les 8 semaines après la naissance, que ce soit en cabinet, à l'hôpital ou la PMI, mais c'est plus souvent, on le fait moins, nous, en PMI. Il faut être honnête, c'est plutôt la personne qui s'est occupée de vous pendant le suivi médical de la grossesse qui fait plutôt cet examen-là. Les séances de rééducation périnale et abdominale, c'est assuré par une sage-femme et c'est donc des séances qui permettent de refaire le point sur votre périnée. Le périnée, c'est l'ensemble des muscles qui sont au niveau de votre vulve. On peut clarifier ça un petit peu comme ça, qui permettent notamment de faire la prévention par rapport au risque d'incontinence urinaire, de difficultés diverses au niveau de la sphère génitale. Donc, toute cette rééducation, elle est effectuée principalement par les sages-femmes libérales et prise en charge par la CPAM à 100%, hein. oui. Sage-femme, où il y a certains masseurs kinésithérapeutes qui sont spécialisés dans la prise en charge de la rééducation du périnée. Sur le suivi médical du bébé, en fait, tout au long de l'enfance et dès sa naissance,
l'enfant bénéficie d'un suivi médical continu qui peut être effectué par un pédiatre, par un médecin généraliste en libéral ou en PMI. Ce sont des examens qui sont pratiqués dès sa naissance, hein. Vous avez souvent le pédiatre de la maternité qui vient voir le bébé avant la sortie, qui va faire les examens obligatoires, etc. Et puis qui va faire le dépistage néonatal à la maternité. Vous savez, souvent on pique le bébé sur le doigt, on récupère une petite goutte de sang, et puis on va faire le dépistage de plusieurs maladies afin de pouvoir faire de la prévention ou de soigner le bébé si jamais il en a besoin. Ensuite, l'enfant va avoir 20 examens obligatoires jusqu'à ses 16 ans. Ils sont tous pris en charge à 100%. Et le premier examen a lieu dans les 8 jours de vie. Ces examens, vous pouvez en retrouver le calendrier sur l'espace prévention que vous aurez activé sur votre compte Amélie. On en parlera un petit peu plus tard. Et puis, il y a toutes les vaccinations qui sont obligatoires et recommandées. Là, dans le carnet de santé du bébé qui vous sera remis à la maternité, vous aurez le calendrier des vaccinations. Tout ce calendrier de suivi médical, il vous est envoyé dès la déclaration de naissance sur le portail suivi médical de l'enfant sur le compte Amélie. Alors, il y a une question. Alors, bonjour. Quand est-ce que le deuxième rendez-vous avec le pédiatre, est-ce que le deuxième rendez-vous avec le pédiatre est obligatoire après le premier rendez-vous à l'hôpital? Alors, qu'est-ce que vous appelez le deuxième rendez-vous? En général, il est fortement conseillé de voir un médecin dans les 15 jours à 3 semaines, de faire voir le bébé par un médecin à cette époque-là. Malheureusement, on sait que c'est pas simple par rapport au médecin traitant. Donc, ben, il faut essayer soit de trouver un médecin traitant ou un pédiatre. Ou à défaut, et ben, éventuellement, la sage-femme pourra faire une auscultation lorsqu'elle verra le bébé, mais normalement, c'est plutôt un acte médical médecin. Donc, dans ce cas-là, ben, on fait comme on peut, hein, surtout parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas de médecin traitant. Et après, le premier rendez-vous pour le bébé par rapport à la vaccination, ça va être dès le deuxième mois. D'accord. Mais après, de toute façon, le deuxième rendez-vous peut être fait par un médecin traitant sans qu'il y ait obligation que ce soit par un pédiatre. Ah oui, ça peut Mm. être un médecin traitant, un pédiatre, le médecin de PMI, hein, il y C'est a plus toute prise facile en d'avoir charge. un médecin Ouais, traitant qu'un voilà. pédiatre. Ouais. Alors, en ce qui concerne maintenant l'allocation de base. Alors, du coup, une fois que le bébé est né, comme vous disait Chloé, vous l'avez bien déclaré sur votre compte CAF et on va pouvoir étudier votre droit à l'allocation de base. L'allocation de base, en fait, c'est fait pour assurer les dépenses liées à l'arrivée du bébé. Donc, le mois suivant sa naissance jusqu'au mois précédant ses 3 ans. Donc, il n'y a qu'un seul droit qui est ouvert quand il y a plusieurs enfants de moins de 3 ans, hein. Si vos aînés ont moins de 3 ans, il n'y aura qu'un seul droit qui sera ouvert pour les enfants. C'est-à-dire que c'est le dernier arrivé, hein, le bébé, qui prendra le droit et on prolongera jusqu'aux 3 ans du bébé. Par contre, on verse autant d'allocations de base qu'il y a d'enfants nés d'un même accouchement. Donc, si vous avez des jumeaux ou des triplés, par contre, on en versera plus. Quelles sont les conditions, du coup, pour cette allocation de base? Alors, du coup, là, on vous représente en fait les plafonds qui sont à l'identique en fait de la prime naissance et le montant mensuel actuel, hein. C'est une prestation qui est revalorisée tous les ans. Et il y a en fait deux tranches de droits. En fait, le montant maximum qui est à 196,60 €. Il y a une tranche médian qui est la moitié. Et après, au-delà en fait d'un certain plafond, il n'y a plus de droit du tout. Cette prestation, en fait, comme elle est indexée sur les ressources d'il y a 2 ans, elle est forcément revue tous les ans. Donc là, sur l'année 2025, si vous accouchez en fin d'année, du coup, on prendra vos ressources 2023. Peut-être qu'il y aura un droit ou pas. Mais au 1er janvier 2026, on prendra en compte les ressources 2024 et du coup, ça pourra vous ouvrir ou vous supprimer le droit aussi. Vous inquiétez pas, vous aurez le support, hein, pour tous les montants, hein. Alors, et le congé parental? Alors, le congé parental, en fait, ça va pouvoir permettre de réduire ou de cesser son activité pour pouvoir s'occuper de son enfant. Le congé parental relève bien de la législation du travail. Donc, il ne relève pas de la CAF. Ça veut dire que vous avez des démarches à faire auprès de votre employeur pour demander le congé parental d'éducation à partir du moment que vous avez au moins 1 an d'ancienneté dans votre entreprise. Ça, c'est la règle générale. Après, il faut voir en fonction de vos conventions collectives auprès de vos services de ressources humaines si vous avez des démarches et des délais particuliers.
Chaque parent peut prendre un congé parental pour cesser totalement de travailler, pour travailler à temps partiel. Et pendant ce congé parental, nous, la CAF, on peut vous verser une prestation. Alors, le montant de la prestation. Nous, pendant le congé parental, la CAF peut verser la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qu'on appelle la prépare. Donc, le montant va varier en fait en fonction de la réduction d'activité que vous avez choisie ou la cessation totale d'activité. Tout le monde y a le droit à partir du moment qu'on est soit salarié, soit travailleur indépendant ou au chômage indemnisé. Donc, on réduit son temps de travail pour pouvoir s'occuper de son enfant de moins de 3 ans. Pour pouvoir avoir le droit à cette prestation, il y a quand même une condition, c'est d'avoir cotisé en fait les trimestres. C'est les trimestres qu'on cotise pour la retraite. Donc, il faut avoir cotisé au moins 8 trimestres. Après, ça va dépendre si c'est votre premier, deuxième ou troisième enfant. La période qu'on va regarder pour ces 8 trimestres dépend en fait du rang de l'enfant dans la fratrie. Et on va regarder pour chaque parent. Donc, on vous a remis un petit tableau récapitulatif en fonction de, voilà, parce qu'il y a des conditions un peu plus spécifiques et un peu plus restrictives pour un premier enfant. Pour un premier enfant, on peut bénéficier en fait que de 6 mois quand on est en couple, dans la limite d'1 an de l'enfant. Et à partir du deuxième, troisième ou plus, hein, du coup, les conditions sont un peu plus larges et le congé le versement de la prestation d'éducation partagée est aussi plus long parce que là, on va jusqu'aux 24 mois. Donc là, il ne faut pas hésiter du coup plutôt à prendre un rendez-vous avec un gestionnaire conseil de la CAF pour savoir en fait ben, si vous y avez le droit et en fonction en fait du rang de votre enfant, quelle durée vous pouvez avoir, sachant que cette durée en fait de 6 mois ou de 24 mois, en fait, elle n'est pas. Vous pouvez au cours de cette durée en fait faire varier votre temps de travail. C'est-à-dire que vous pouvez être à un moment à 80, puis à un autre moment cesser totalement de travailler. Il n'y a pas de règle en soi. Les variations, en fait, après, c'est plus vis-à-vis de votre employeur qui, lui, va pas forcément être très content si vous changez tous les mois. Et du coup, en fait, si je comprends bien, le papa peut prendre un mi-temps, la maman aussi, ou le papa pendant un an, et puis si c'est son troisième enfant, la maman pendant un an aussi. En fait, ça peut Exactement. être partagé entre les C'est deux ça, parents. exactement. Alors, je crois qu'on a des questions. Alors, est-il possible que ce soit le deuxième parent père qui prenne le congé parental à distance à la fin du congé maternité et pour une durée de 2 mois? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le... C'était la même dame tout à l'heure, peut-être, qui avait un Alors conjoint. que c'est le... Ah oui, donc ça veut dire que... Alors non, alors au niveau de la CAF, en fait, du coup, là, ça relève pas en fait de la page, ça relève plus de la notion de vie de couple au sens de la CAF. Alors, au sens de la CAF, le foyer, en fait, c'est la maman et le conjoint de la maman. Donc, celui qui peut bénéficier de la prépare, en fait, ça va être celui qui va vivre au foyer avec l'enfant. D'accord, et pas forcément, du Et coup, pas le forcément, du coup, le papa. Voilà. père biologique. Donc, non, le papa, du coup, ne peut pas bénéficier du congé parental. Ok, Par contre, s'il s'est remis en couple avec quelqu'un qui a un enfant, il peut bénéficier, en fait, au titre de sa nouvelle conjointe. d'accord. Alors, le congé parental peut-il être refusé par l'employeur? Alors, je vous ai donné en fait la grande ligne de la législation du travail, hein, c'est d'avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Après, comme je vous disais, hein, ça relève vraiment du... Quand on a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur, il ne peut pas vous refuser le congé parental. Par contre, il peut en moduler les termes. C'est-à-dire que si vous avez décidé, par exemple, de prendre un 80% et de ne pas travailler le mercredi, lui, il a le droit de dire OK pour le 80%. Par contre, ben, vous travaillez 2 heures de moins par jour. En fait, on ne peut pas prendre un congé parental et mettre en péril l'entreprise parce qu'on a décidé, nous, en tant que salariés, de prendre un congé parental. Voilà, Donc ça, il faut vous rapprocher de votre employeur, voilà, en fait. exactement. De voir quelle modalité, en fait, quelle est votre demande et sous quelle modalité, en fait, il met en œuvre ce congé parental. Et effectivement, ce que disait Madame Chacun, il vaut mieux en parler pendant la C'est grossesse. ça. Il vaut mieux anticiper. En plus, il y a des délais légaux, hein, clairement, pour faire la demande de congé parental auprès de l'employeur. Parce que si vous n'êtes pas dans les délais, clairement, là, du coup, ben, il a le droit de le refuser. Mais effectivement, après, tout ce qui est en fait réduction du temps de travail et quotité de travail, en fait, c'est vraiment l'employeur qui est décisionnaire. Ok. Vraiment, même Donc, sur des il y a petites. aussi, je pense, les gens peuvent se poser la question, c'est là du 80% de droit pour le deuxième enfant.
80% du Je temps. crois qu'on peut avoir un temps partiel de droit du fait quand c'est un deuxième enfant, mais avec la prépare, hein, mais Oui, il alors faut. après, ça relève de la législation Oui, du travail, tout ça. En oui, fait, aujourd'hui, on n'a personne pour répondre à ces questions-là. Donc, c'est pour ça. oui. Alors, de la législation du travail et surtout des conventions collectives. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de convention collective, donc c'est la législation du travail qui va s'appliquer par défaut. Mais il y a quand même la plupart des branches aujourd'hui, hein, sans parler même des petites entreprises, ont des conventions collectives de secteur. Donc c'est pour ça que clairement, il faut vous rapprocher de votre service ressources humaines. C'est elles qui seront le mieux et qui vous donneront en fait les bons éléments en fonction en fait de votre entreprise. Et je me permets, moi, de vraiment d'insister. Moi, ça fait partie des choses dont je discute beaucoup avec les parents, de prendre le temps de faire, de réfléchir pendant la grossesse à ce que vous voulez faire, de vous informer auprès de votre entreprise de ce qui est possible ou pas. Car quand le bébé sera là et que l'arrivée viendra, le temps passe vite sur un congé maternité. Et si on n'y a pas réfléchi en temps ou en heure, il y a des fois, ça peut poser souci de délai ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez, c'est important d'y penser pendant la grossesse. Alors, on a une autre question. J'ai cotisé 8 trimestres, mais mon employeur me dit qu'il faut avoir 1 an d'ancienneté pour bénéficier du congé parental. C'est ce que je vous disais. Donc, ce n'est pas mon cas. Si je démissionne, est-ce que je peux bénéficier quand même de la page? Alors, la page, oui. Quand on parle de plus de la prépare, il est possible de bénéficier de la prépare si on cesse totalement de travailler et si on vient de démissionner. Si on a bien les 8 trimestres, il n'y a pas de problème. Au vu des délais actuels de la CAF, 5 mois qui étaient annoncés, mon bébé sera né, que mon dossier ne sera toujours pas ouvert. Alors, elle a déposé sa déclaration de grossesse en juillet et ils sont actuellement en train de traiter les dossiers de mai. Je n'aurai donc pas de prime naissance avant l'arrivée de bébé ni le montant de l'allocation de base. Donc, je ne peux pas avoir mon numéro page emploi pour créer mon compte URSSAF. Alors, clairement, effectivement, hein, pour tout ce qui est en toute transparence, effectivement, au niveau de la CAF, on accumule un certain retard. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui là les délais qui sont annoncés dans la question, je ne peux pas vous les confirmer ou pas. Clairement, si vous êtes en situation urgente, comme là, en fait, le bébé est né et il faut pouvoir clairement faire ses déclarations page emploi, il faut passer dans nos accueils pour demander un traitement en urgence de votre dossier. Situation, qui dit situation urgente pour la CAF, en fait, c'est une situation pour laquelle on va déclencher un paiement immédiat. Donc voilà, il vaut mieux se rapprocher et venir dans nos accueils à La Roche-sur-Yon. Nous sommes ouverts tous les matins sans rendez-vous et vous pouvez venir pour demander un traitement en urgence de votre dossier. Ok. Est-ce qu'on avance et on laisse les questions Pour la fin. pour la Ouais. fin? Sur le congé parental, donc on en a parlé, vous avez ici les montants. Alors, si vous cessez totalement de travailler, Alors actuellement, nous sommes à 456,05 €. Donc quand on cesse totalement de travailler, ça veut aussi dire que ça remplace totalement le salaire. Alors en toute transparence, hein. Donc après, on va avoir deux taux quand on travaille à temps partiel, donc jusqu'à un mi-temps ou moins, donc on a 294,81 €. Et si on travaille au-delà du mi-temps et jusqu'à 80% inclus, 175 euros, 170,07 €. Quand on travaille au-delà des 80%, hein, donc juste au-dessus, il n'y a pas de droit, hein. Vous pouvez prendre un temps partiel et travailler à 85%, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'employeur, ça rentre bien dans le cadre du congé parental pour l'employeur, mais au niveau de la CAF, il n'y aura pas de versement. ok. Quoi qu'il arrive, sur cette histoire de congé parental, le meilleur conseil, c'est de prendre un rendez-vous individualisé pour étudier le dossier, en fait. Exactement. Sur le complément du mode libre, pardon, choix du mode de garde. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les enfants, vous avez différents choix, hein, assistante maternelle agréée, garde à domicile, micro-crèche, tout ce qui est structure. Alors, nous, on entend par structure tout ce qui est ADT, comme vos kids, ADMR, voilà. Ça, c'est un mode de garde par structure. Et en fait, le montant va varier en fonction du choix que vous allez faire, du type de mode de garde. Si c'est une micro-crèche ou une assistante maternelle, par exemple, il n'y aura pas les mêmes montants d'aide versés. Les crèches, comme je vous parlais tout à l'heure de l'action sociale, en fait, les crèches ont fait un financement indirect parce qu'en fait, vous payez le taux horaire en fonction de votre quotient familial et de vos ressources. Donc, il y a quand même une aide de la CAF.
Ok, par rapport à la CAF de la Vendée, il y a petite spécificité. Voilà, avec le conseil départemental, en fait, on a fait le choix de mettre en place une aide pour les parents qui travaillent en horaire atypique, c'est-à-dire avant 7h30 le matin et après 18h30 les dimanches et les jours fériés. Et là, du coup, il y a une aide en plus qui va venir en plus, en fait, de l'aide légale. Et cette aide-là, en plus, elle va jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Voilà, il y a aussi des conditions de quotient familial pour pouvoir en bénéficier. Ok. Et les autres aides? Alors, en plus des aides pour la page, on peut bénéficier des allocations familiales à partir du moment où c'est son deuxième enfant. Donc, les allocations familiales, elles varient en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge. Donc, si c'est votre deuxième, troisième, quatrième ou huitième, vous aurez en fonction le nombre d'allocations familiales en fonction du nombre d'enfants à charge. Et à partir du moment que vous avez un enfant sur votre dossier allocataire en plus, on va recalculer en fait l'ensemble de vos droits, que ce soit le RSA ou la prime d'activité et potentiellement aussi l'aide au logement. Ok. Alors, est-ce qu'on peut répondre aux petites questions du coup et après on passe sur les récaps des outils? La dernière. Est-ce qu'il faut que le congé parental soit forcément pris à la fin du congé maternité? Est-ce qu'on peut le prendre à distance? Oui, vous pouvez séparer en fait. Il est possible de reprendre le travail ou de poser des congés entre les deux. Après, pour un premier enfant, de toute façon, la prépare, elle est versée dans la limite des 1 an de l'enfant, donc il ne faut pas aller au-delà. Et à partir du deuxième, c'est juste dans la limite des 3 ans de l'enfant. Mais à partir vous pouvez, entre-temps, il n'y a pas d'obligation en fait de le prendre immédiatement l'un à la suite de l'autre. Par contre, il faut être vigilant parce qu'il y a des dates, alors ce que nous on va appeler des dates d'effet par rapport à la date de prise en compte et par rapport du coup au déclenchement des paiements de la prépare. Donc, il vaut mieux se renseigner avant de savoir à quel moment, en fait, il faut faire les demandes pour être sûr de ne pas avoir de mois de trou, entre guillemets, concernant le versement de la prestation. Alors, quels sont les délais légaux pour demander le congé parental? Alors, ça, du coup, on y a déjà répondu, hein. Je vous renvoie, du coup, vers la législation du travail et la convention collective de votre service ressources humaines. Alors, le nouveau congé parental va peut-être être mis en place en 2026. On n'a pas d'informations sur le nouveau congé parental 2026. Effectivement, ça avait été évoqué il y a 2 ou 3 ans hein, par le président et il en reparle là, dans les médias, ils en reparlent. Du coup, il parle même d'un congé de naissance. Donc, on ne sait même pas si ça va être versé par la CAF ou la CPM. Ce qui dit congé de naissance, ça reste flou. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'informations à ce sujet. Donc, on ne peut pas vous en dire plus. Ok. Alors, continuons et terminons du coup sur l'ensemble de la récap des outils et des sites qui peuvent vous être utiles. Alors, la première chose, c'est le mémo, on peut appeler la do-do list en fait, hein, le petit mémo grossesse qui a été fabriqué par l'assurance maladie et par la CAF, qui vous a normalement été envoyé au moment de votre déclaration de grossesse sur votre compte Amélie. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez les retrouver sur votre compte Amélie directement en ligne. Et au niveau de la CAF, vous avez ce petit flyer qui s'appelle Jeunes parents et que l'on peut retrouver sur le compte macaf.fr. Exactement. Vous avez des petits QR codes et l'ensemble des sites qui peuvent vous être vraiment très utiles. Pour accéder à vos informations sur amélie.fr, alors il y a deux choses. Il y a le site amélie.fr qui est un site global accessible à tout le monde. Et pour avoir des informations sur la naissance de votre bébé, la parentalité, il faut cliquer dans Assurer avec les trois petites barres là. Dans le menu déroulant, allez dans Droits et démarches selon votre situation, puis dans Parentalité et couple, puis vous allez arriver sur la page sur tout ce qui est maternité, paternité et adoption. Hein, là-dessus, vous allez avoir beaucoup d'informations sur la santé, sur la prise en charge, etc. En ce qui concerne maintenant, par exemple, votre calendrier de date de congé maternité, les examens, les vaccinations, etc., vous allez le trouver cette fois dans Mon espace prévention. Donc, il faut que vous vous connectiez
avec votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe dans votre compte Amélie et que vous alliez dans Mon espace prévention, puis dans le menu déroulant, J'attends un enfant. C'est une rubrique qui est activée normalement automatiquement à partir de votre troisième mois de grossesse. Si jamais vous ne la voyez pas apparaître sur votre compte Amélie, n'hésitez pas à faire une petite demande auprès de l'assurance maladie pour vérifier qu'il n'y a pas eu un dysfonctionnement. Vous avez là-dessus des rubriques telles que les rendez-vous médicaux, les examens, le congé maternité et puis beaucoup d'informations sur le fait de bien vivre sa grossesse. Pour information, cet espace n'est disponible qu'à partir d'un ordinateur. Il n'est pas encore disponible sur l'application téléphonique. Ça ne saurait tarder, on l'espère, mais pour l'instant, il faut vous connecter sur un ordinateur ou en tout cas, si vous n'avez qu'une tablette ou un téléphone, il faut vous connecter à partir de votre compte en ligne, c'est-à-dire en utilisant un navigateur Internet et pas l'application. Pour information, vous avez également intérêt, en tout cas on vous le conseille fortement, à activer mon espace santé. En fait, mon espace santé, c'est l'équivalent de votre carnet de santé bleu marine qu'on a plus ou moins tous en tant qu'adultes, mais pour vous et pour vos enfants. Dans le carnet de santé, enfin dans mon espace santé, vous allez retrouver un dossier médical qui va vous permettre d'avoir tout votre suivi sécurisé, centralisé et coordonné, c'est-à-dire que tous les comptes rendus de consultation, les résultats d'analyse biologique, les comptes rendus d'échographie, etc., seront disponibles sur cet espace-là pour vous et pour les médecins qui auront le droit d'accès. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, hein. C'est extrêmement sécurisé, mon espace santé. Vous avez également un profil médical qui vous permet à vous, assuré, d'aller remplir quelques informations comme vos antécédents, vos allergies ou encore toutes les informations de rendez-vous. Vous pouvez également suivre les courbes de croissance de vos enfants. Pourquoi c'est intéressant pour vous? D'abord parce que ça permet à l'ensemble des professionnels de santé d'avoir accès à votre dossier, ce qui veut dire que par exemple, si vous allez passer des vacances chez vos parents qui habitent Arcachon, je ne sais, je dis ça au hasard, mais ou Grenoble, eh bien les professionnels de santé auront tout de même accès à votre dossier si vous avez besoin d'une consultation. Et puis par ailleurs, en cas d'urgence, sachez que mon espace santé est déverrouillable de manière automatique par les services de secours du SAMU. Donc du coup, ils auront accès à vos antécédents, à votre, par exemple, à votre groupe sanguin, etc. Vous avez également sur mon espace santé une messagerie sécurisée qui vous permet de recevoir des messages de votre professionnel de santé et puis un agenda qui va être très pratique notamment pour vos enfants pour savoir quand est-ce qu'il faut les vacciner, sur quel vaccin. Et puis après, vous avez un catalogue de services avec pas mal de sites qui sont agréés par l'ensemble de l'Agence régionale de santé et du ministère de la Santé. Donc, ce sont des services qui sont référencés et sécurisés. Vous avez par exemple l'application Malo qui vous accompagne dans le suivi de santé de votre famille. En fait, chaque parent possède son compte et chaque parent peut y rattacher le compte de son enfant. Vous en avez tous un, vous et vos enfants, il faut juste penser à l'activer. Sur la CAF, Aurélie. Alors, concernant la CAF, toutes les informations et les démarches sont effectuées sur caf.fr. Quand vous arrivez, en fait, soit vous vous connectez sur votre compte, soit il vous demande le code postal et vous allez arriver, en le mettant, du coup, vous allez arriver sur les informations de la CAF de Vendée. Vous pouvez également faire les démarches sur l'appli que vous pouvez télécharger, hein. Sur l'appli, alors on est un peu comme la Amélie, en fait, on n'a pas accès à toutes les informations et toutes les démarches ne sont pas possibles sur l'appli, même si on en a de plus en plus. Si vous voulez retrouver l'intégralité des informations, il vaut mieux aller sur le CAF.fr. Et comme je vous disais, on vous disait tout à l'heure, tout ce qui est barème et montant, vous allez aussi les retrouver dessus, ainsi que l'ensemble des formulaires soit les démarches en ligne, comme déclarer la naissance, mais tout ce qui concerne, par exemple, la prestation partagée du jeune enfant, c'est un formulaire à télécharger et à compléter. Donc là, vous allez le retrouver sur le CAF.fr. On a également des sites qui sont particulièrement utiles pour les futurs parents et les parents de jeunes enfants. Le site de référence, c'est quand même les 1000 premiers jours qui va vous permettre d'avoir un calendrier personnalisé pour suivre vraiment étape par étape à la fois
votre grossesse et puis après la naissance de l'enfant, avec plein d'informations, plein de trucs et astuces sur tout ce qui va être alimentation, activité physique, accompagnement, etc. Vous avez également un site qui est peu connu alors qu'il est très riche et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. C'est êtreparent85.fr. Vous y retrouvez plein d'informations sur l'enfant de 0 à 18 ans. Ça va jusqu'à Parcoursup, donc vous voyez, vous avez de quoi faire. Et vous retrouvez également dans le site Être Parent 85 un calendrier de l'ensemble des animations, des événements, des ateliers qui sont organisés en collaboration avec la CAF au sein du département de la Vendée, donc vraiment dans l'ensemble des structures, etc. Je vais rajouter sur monenfant.fr, vous avez aussi la liste des assistantes maternelles quand elles ont des places disponibles ou quand elles auront des places disponibles. Les assistantes maternelles, ça fait aussi partie d'un public qu'on accompagne. Et du coup, elles sont toutes inscrites sur monenfant.fr et elles mettent les dates à partir desquelles elles vont avoir des places disponibles. Et du coup, pour vous accompagner plus en tant que parent, du coup, on finance, nous, la CAF, en fait, des lieux d'accueil enfants-parents où vous allez pouvoir retrouver des professionnels. Ce sont des lieux, en fait, il faut venir avec votre enfant de moins de 4 ans et l'enfant va pouvoir jouer avec les autres enfants et vous pourrez échanger avec la professionnelle ou d'autres parents sur différentes problématiques ou pas d'ailleurs. Vous pourrez échanger sur tout plein de sujets. On met aussi en place au niveau de notre action sociale l'aide à domicile. L'aide à domicile, en fait, c'est pour vous accompagner sur les événements de vie. La grossesse et l'arrivée d'un enfant, c'est un événement de vie qui peut être pris en charge par la CAF. Et donc, vous pouvez bénéficier d'un nombre d'heures avec un coût horaire réduit parce on va en prendre en charge une partie. Et donc, il ne faut pas hésiter, du coup, à prendre contact avec tout ce qui est structure, ADMR, voilà, ADT, et elles vous donneront en fait le coût horaire que ça va vous coûter en fonction de vos ressources. Elles ont l'habitude en fait de travailler avec nous. Alors, on vous fait en fait un accompagnement personnalisé. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de la CAF autour des prestations, de l'ensemble des droits de la page et on pourra effectivement vous donner toutes les informations concernant les dates et concernant en fait les droits potentiels. Si on avait une question autour de la simulation du mode de garde, alors il y a plusieurs choses. Il y a le mode de garde par structure, en fait, vous allez pouvoir retrouver les montants sur le site de la CAF quand vous passez voilà, par une structure type Kangoo, Kids ou Shiva. Donc là, on laisse toujours 15% à la charge de la locataire. Et tout ce qui est simulation pour les aides, quand on fait garder son enfant par une assistante maternelle, il faut aller sur le site de l'URSSAF Page Emploi. Depuis le 1er septembre, je pense que si vous avez commencé un peu à vous renseigner sur les modes de garde, il y a une réforme sur ce mode de garde-là. Et en fait, aujourd'hui, on ne parle plus de montant de droit, mais de montant de reste à charge pour les parents. Et le montant du reste à charge pour les parents, il est sur le simulateur de l'URSSAF Page Emploi. Il est fiable si on y rentre les bonnes données comme tout simulateur. Et si vous avez un doute, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les professionnels du relais petite enfance. Les relais petite enfance, notamment sur la réforme, on les a accompagnés depuis le mois de juin pour qu'elles maîtrisent en fait le simulateur et qu'elles puissent en fait vous apporter les éléments pour que vous puissiez faire vos choix. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle. Mais c'est comme tout simulateur, quand vous prenez rendez-vous, il faut avoir les bons éléments avec les bons montants de nombre d'heures de garde que vous envisagez de prendre pour pouvoir avoir une simulation précise. Le compte CAF, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations concernant le futur bébé. Alors, on va traiter les questions. Je précise juste pour ceux et celles que ça peut intéresser que le 13 novembre à 18 heures, nous organisons la CAF et la CEPAM auprès de la Bulle d'Air, qui est le CCAS de Luçon, un forum futurs parents dans le cadre de la semaine de la petite enfance. C'est un forum sur lequel vous allez recevoir une invitation la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer. Il y aura des stands avec un stand CPAM, un stand CAF. Alors,
Également, on ne pourra pas traiter les dossiers personnels sur ces stands-là, mais vous pourrez récupérer tout un tas d'informations. Il y aura également la DMR, la DAMAD, etc. En ce qui concerne les traitements de vos dossiers ou de vos questions très spécifiques, plusieurs possibilités. Soit vous habitez Luçon ou la communauté de communes Vendée Littoral et vous allez recevoir une petite invitation à vous inscrire pour des rendez-vous individuels sur le territoire au moment de ce forum-là, donc de 18h à 20h le 13 novembre. N'hésitez pas à vous inscrire assez vite parce que le nombre de places est limité. Si vous habitez en dehors de cette communauté de communes ou que vous ne pouvez pas vous rendre disponible à ce moment-là, on vous invite vraiment fortement à prendre un rendez-vous. Pour l'assurance maladie, on vous rappelle les démarches pour prendre rendez-vous. Soit vous vous connectez à votre compte Amélie, vous prenez un rendez-vous téléphonique et si jamais il y a besoin lors de ce rendez-vous téléphonique de plus d'aide, on vous donnera un rendez-vous physique à l'accueil de la CPAM. Ou si vous n'avez pas de compte Amélie, vous pouvez appeler le 36 46, qui est le numéro pour joindre la CPAM. En ce qui concerne la CAF, vous pouvez appeler le 32 30 pour prendre un rendez-vous. Non? Oui? Alors, vous pouvez, alors, idéalement, il faudrait, actuellement, vous pouvez appeler le 32 30 pour avoir des réponses sur vos dossiers, bien entendu. Sinon, il vaut mieux se déplacer sur les accueils pour soit poser vos questions, soit prendre un rendez-vous. Mais les accueils, c'est La Roche en ce moment. En ce moment, c'est large. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à regarder sur le site de la CAF 85, vous aurez les horaires des différents accueils. Vous pouvez aussi, on le précise ici, hein, vous rendre en France Service. Il y a des France Service tout au long du territoire, hein, dans tout le territoire de la Vendée. Et les France Service sont formés pour répondre à vos questions, en tout cas les questions pas trop compliquées, et pourront vous aiguiller sur comment répondre aux questions plus complexes. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? On va remettre peut-être la caméra pour vous faire, voilà, que vous puissiez remettre des visages sur nos voix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on espère qu'on a bien répondu à l'ensemble, hein, de vos questions. Euh, N'hésitez vraiment pas, on le redit, hein, mais à prendre rendez-vous si vous en avez besoin auprès de la CAF et auprès de la CEPAM. Il n'y a rien de mieux pour traiter des dossiers individuels. Et puis, ben, on vous souhaite une belle grossesse et puis une belle arrivée de bébé. Et surtout, sachez qu'on est là pour vous accompagner. On vous souhaite une excellente fin de journée. Vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire qui vous permettra ensuite de télécharger le support de présentation. Voilà. Bonne fin de journée, mesdames. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.